Salut à toi, dans cette vidéo je te montre comment créer un site web moderne et responsive d'un jeu vidéo en HTML et Tailwind CSS avec un tout petit peu de JavaScript. Ce site web est un projet parfait pour apprendre Tailwind ou juste améliorer ton Tailwind CSS. On verra des notions intéressantes comme des animations, des layouts complètement flexibles et responsifs et des notions de Tailwind CSS vraiment cool. Donc ne perdons pas plus de temps, let's get started. D'accord, visitons un peu rapidement le site web. Une fois de plus, bienvenue dans ce tutoriel. Avant de commencer à coder, on va visiter un peu le projet, comment il est, le site. Là, on a un navbar, un header qui est quand même beau, attirant, une petite animation là lorsqu'on survole. Tout ça, j'ai dit, il n'y a pas de CSS customisé ici, c'est juste du Tailwind CSS. Là, on va faire tout ça. Lorsqu'on descend un peu là, on voit le How to Play et les différentes sections. On voit qu'ici on est capable d'alterner les choses. Je n'ai pas alterné ces choses dans le HTML, mais je les ai mis de manière à ce que avec mon Tailwind CSS je suis capable d'alterner certains éléments afin qu'on ait un peu cette structure ici. Après maintenant plus tard lorsqu'on sera sur un petit écran, on va pouvoir adapter ça aussi. Si je réduis la taille de l'écran, vous allez voir les images d'abord elles grandissent plus. Et après, pareil, et là, si on remonte, vous voyez le menu, il est devenu petit. Là, un nouveau menu. Et tout ça, c'est en CSS aussi, Tailwind CSS. Donc, j'ai même pas fait de CSS customisé ici, j'ai pas fait du JavaScript. Je vais vous expliquer aussi comment faire quelque chose de cool comme ça. Et voir que ça, c'est un peu décalé, mais ça, c'est un petit problème à résoudre. Ok, lorsqu'on descend plus, on voit la section About Games, où on a un beau titre, on a une image, on a un menu qui permet de défiler. Et lorsqu'on clique, on est capable de défiler entre différents éléments. Bon, maintenant, lorsque l'écran est un peu plus grand et qu'on a plus d'éléments, vous voyez, ça défile toujours. Bon, là, ça c'est une combinaison de Tailwind CSS et JavaScript. On verra aussi comment faire ça. Et après, on a le Meet the Team, qui est une petite section du site web, et on a un beau footer après. Donc, c'est pas un site web compliqué. C'est un site web simple en une page dans lequel on va utiliser beaucoup d'éléments pour rendre tout ça possible. Et pour remonter en haut, on clique là et on est ramené en haut. Là, vous voyez que ici, en fonction de cette taille d'écran, si elle n'est pas parfaite et l'image déborde un peu, donc on peut décider d'arranger ça ou bien la laisser comme un features. Ok, avant de commencer à coder, Tailwind CSS, qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui est différent de Bootstrap. Contrairement à Bootstrap, vous avez des classes comme button primary, button secondary, container, etc. que vous devez connaître ces classes-là pour pouvoir bien les utiliser. Tailwind CSS marche un peu comme si vous écrivez directement du inline CSS, c'est-à-dire du CSS directement dans votre HTML. Bon, on est dit similaire, mais c'est juste, ça se limite juste à ça, au fait que vous avez des longs noms de classes comme ça, comme BG, Slate, Rounded, PI. Donc tous ces éléments sont vraiment subdivisés afin que vous pouvez customiser la plus petite chose que vous voulez. La plus petite chose. Donc c'est similaire au CSS, mais ce sont des classes vraiment bien sûr définies. LG, c'est un certain nombre de pixels. Medium, c'est un certain nombre de bold. Medium, je pense, c'est 500 pour le font weight, etc. Voici ce que je disais, les différentes tailles qui sont définies, les couleurs, donc tellement de couleurs qui sont définies, donc vous n'êtes pas limité seulement à primary, secondary, etc. Vous pouvez utiliser BG ou bien texte, sky, pareil pour les borders. Vous pouvez utiliser les couleurs, vous avez différentes versions de couleurs que vous pouvez utiliser. Les shadows, pareil, ils ont différentes tailles de shadows, etc. etc. Ce qu'on peut faire ici qui est excellent et qui diffère de écrire du CSS directement dans notre élément HTML, c'est que on peut customiser des choses afin que lorsque l'écran change, et ça se fait avec des states et des breakpoints, etc. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque l'élément est survolé? Donc, on peut mettre hover 2 points et on va mettre maintenant un style qu'on veut faire. Ça, c'est une petite introduction à Tailwind rapidement là. Si vous connaissez à Tailwind, vous pouvez sauter un peu cette portion. Vous voyez là, ça me met ce qui est en train de se passer. Le hover BG blue, donc lorsque l'élément est survolé, ça change le background. Et on peut faire vraiment des choses beaucoup plus avancées. C'est comme ça que vous avez vu, on était capable de faire ici. Là, change bien sûr l'arrière-plan. On a même rajouté aussi une transition pour que ça ne se fasse pas de manière brute. On a ici un autre élément, lorsque je survole, c'est un petit transform là qui bouge. Et si vous remarquez en arrière-plan, j'ai
j'ai cette couleur rose là en arrière qui devient un peu comme plus clair, moins clair, plus clair, moins clair. Donc une petite animation légère là que j'ai aussi mis en arrière. Tout ça c'est en Tailwind CSS. Donc on va explorer tout ça. Et pour apprendre, pour faire le setup du Tailwind CSS, je vais vous montrer tout ça aussi rapidement, simplement. Ou la manière la plus simple, vous êtes sur le site de tailwindcss.com, vous allez sur Get Started, vous pouvez aller sur Play CDN. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête avec les configurations et vous voulez commencer directement à écrire du Tailwind CSS, vous pouvez copier ce lien-ci, script cdn tailwindcss.com, vous le collez dans votre head et après vous êtes capable directement d'écrire du texte, 3XL, font, underline, etc. etc. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour cet exemple que je vous présente ici. Avant qu'on recommence le tout à 0. Donc ici c'est HTML. Si je n'ai pas encore configuré le Tailwind CSS, mais la manière que je suis capable de vous présenter la version finale qu'on aura, c'est juste avec ce CDN-ci. Maintenant pour configurer, comment on va faire ça? J'ai pris la peine d'écrire un README qui résume la documentation, pareil que vous allez voir sur le site de Tailwind CSS. Juste là, on va le faire ensemble et on va commencer avec la première étape. Vu que vous pouvez l'installer à travers NPM avec Node.js, c'est-à-dire qu'il faut installer Node.js. Vous n'avez pas besoin de connaître Node.js pour ce projet. Node.js pour être capable de pouvoir faire npm init. Pour installer Node.js, vous allez sur le site de Node.js, c'est nodejs.org je pense. Et lorsque vous êtes sur le site de Node.js, vous êtes capable de le télécharger directement ici et vous l'installez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez taper npm init. On va le faire ensemble ici. Ici, je vais taper ma commande. OK. npm init-y. Donc exactement première étape, npm init, yes pour tout, ça configure tout, on n'a même pas besoin de regarder ce fichier, qu'est-ce que ça dit, tout ça, on s'en fout un peu de ça, on veut juste être capable d'installer Tailwind CSS. Si vous avez un projet Node.js, normalement vous allez sauter cette étape, bien sûr, vous n'avez pas initié un nouveau projet, vous allez juste venir à la deuxième étape qui est installer Tailwind CSS. Je vais copier ces commandes et les coller dans ma console. Oui, ça exécute. Bon, ça exécute la première commande. Maintenant, il faut que j'exécute la seconde qui est npx tailwind css init. Je la lance. Et ça a initialisé le css config dans tailwindconfig.js. Donc, on peut aller dans ce fichier-ci. Je vois ici, il faut configurer le fichier tailwind config. Et j'ai un code que je me fais pour vous là. Je viens ici. Ça, c'est normalement. C'est ici que vous pouvez configurer des choses avancées. Comme par exemple, dans externe ici, vous pouvez rajouter des thèmes que vous voulez. Vous pouvez peut-être revenir ici et dire quelque chose comme ça. Donc par exemple colors, je veux rajouter un color qui s'appelle primary et dans l'arrière-plan c'est celle-ci. Et maintenant si j'enregistre ça, je pourrais revenir maintenant dans mon HTML après plutôt et venir ici dans classe, dit bg primary et même mon IntelliSense de VS Code est capable de le retrouver à partir de la configuration que j'ai fait, j'ai modifié là. Donc c'est vraiment super efficace, super simple de travailler avec Tailwind CSS quand tout est bien configuré. Mais si on colle juste le CDN-ci, on ne sera pas capable de pouvoir avoir cette IntelliSense-ci. IntelliSense, c'est-à-dire ces suggestions, ces autocomplétions et tout ça. Donc ici, vous venez, je survole, ça me dit exactement le CSS qui sera appliqué à cet élément. Je survole ça, ça me dit exactement ce qui sera appliqué. Le BG gris, ça prend la peine de rajouter les cadres de la couleur pour que je vois directement ici à quoi la couleur va ressembler. Et tout. Ok, revenons à notre configuration. Donc, on a notre Tailwind config. On peut faire des choses externes, avancées, là, de rajouter nos propres classes customisées. Mais ce n'est pas vraiment suggéré et ce n'est pas le but de ce tutoriel. On n'aura pas besoin. Ce qu'on veut faire ici dans Export, c'est modifier le content. Le content, c'est où est-ce que le compilateur de Tailwind doit regarder pour connaître les classes Tailwind CSS dont on a besoin. C'est-à-dire quoi? Je veux qu'il regarde dans mon fichier HTML et toutes les classes Tailwind CSS que j'utilise, il va les récupérer et compiler pour qu'après on ait un résultat, un fichier, par exemple, que je vais appeler tailwind.css qui sera le résumé de toutes les classes CSS dont j'ai besoin. Et c'est lui qu'on va importer dans notre HTML. Si vous voyez un peu la procédure. Donc, input.css. OK. Donc, je viens dans config, je dis que j'ai besoin qu'il charge tous les fichiers HTML. Pour le faire, donc, je vais dire qu'à partir de ce dossier dans lequel tu es, on va mettre ça dans des quotes, bien sûr, c'est des caractères. À partir de ce fichier, prends tous les sous-dossiers et tous les fichiers
qui se termine par .html. Et c'est tout. Donc, à partir de ce dossier-ci, prendre tous les sous-dossiers et tous les fichiers qui se terminent par HTML. Et donc, ça va comprendre notre index.html. Ceci, ça fait que si j'ai un site web que j'ai configuré avec plusieurs pages, je n'ai pas besoin de venir rajouter chaque page ici. Il va juste automatiquement regarder tous les classes CSS qui sont utilisées dans ces différents fichiers HTML. Comme par exemple, après je vais créer la version tuto.html. Ça, c'est ce qu'on va créer ensemble. On va recommencer à 0. Et ici, directement, je serai capable de pouvoir utiliser du Tailwind CSS et ça va être compilé après. D'accord, donc ça, c'est pour la configuration qui était la troisième étape, c'est-à-dire sélectionne tous les sous-fichiers, HTML dans tous les sous-dossiers qui existent. Donc, c'est juste ces lignes-ci qu'on modifie. Pour le reste, vous pouvez les changer comme vous voulez ou les laisser comme ils sont par défaut. Ok, donc après avoir configuré le Tailwind config.js, on va rajouter ces trois lignes sur input.css. Vous pouvez appeler ce fichier comme vous voulez. Moi, je l'appelle input parce que c'est l'input de base. Et c'est dans ce fichier que vous allez importer toutes les classes CSS ou rajouter toutes les classes customisées que vous voulez pour votre site web. Donc ça c'est votre CSS général en fait pour le site web. Donc lorsqu'on a fait ça, on continue avec notre prochaine étape qui est juste de compiler Tailwind CSS. C'est la commande pour le compiler et le fait qu'on a nommé notre fichier input.css, c'est ça. -i c'est pour dire l'input, on lui donne le nom du fichier, et -o c'est l'output, on donne le nom du fichier output. Moi je l'appelle généralement input.css et l'output je l'appelle tailwind.css pour que si on passe le projet à quelqu'un d'autre après, il sait déjà que c'est un Tailwind CSS, toutes les choses qui sont ici à l'intérieur. Mais vous pouvez l'appeler n'importe comment que vous voulez. Et ce -watch veut dire que chaque fois que je vais faire un changement dans un des fichiers que j'ai configuré ici, c'est-à-dire dans un des fichiers HTML, ça va recompiler le CSS et rajouter les classes qui ont été rajoutées, retirer les classes qui ont été retirées. Et à la fin, on a notre tailwind.css. Maintenant, l'étape bonus, vous pouvez lancer cette commande ou ce que moi je fais pour ne pas avoir copié cette commande et l'exécuter plusieurs fois, c'est que je pars dans mon package.json et je pars dans script et je rajoute cette commande ici. Donc cette npx tailwind, c'est la commande pour compiler. Je le rajoute dans package.json, cette commande watch tailwind pour que ce soit plus clair que je veux faire du watch de Tailwind, des modifications. Je n'ai pas besoin de maîtriser, de retenir cette commande ici. Et chaque fois que je veux lancer la commande, je n'ai plus besoin de copier une longue commande comme celle-ci. Je peux juste venir. J'enregistre bien sûr les modifications, CTRL S. Et je viens ici, je fais npm run et je dis watch .tailwind. C'est tout ce que j'ai à faire. Il va lancer le compilateur. Il va lire input.css et vous voyez le tailwind.css a été généré. Si je viens ici, tous ces fichiers ont été régénérés. Ça fait 1500 lignes de code. Et tout ça, c'est en fonction de tous les CSS que j'ai utilisé dans mon index.html et aussi mon tuto que je viens de rajouter parce que ça se trouve dans mon sous-dossier. Donc, tous les fichiers HTML que je vais utiliser ici, je vais créer après ici. Il va observer les différents CSS, les différents tailwinds qui ont été mis à l'intérieur. Bon, ça c'était pour une longue configuration. Pour tester ça rapidement, je vais écrire ça, mon premier tuto, et rajouter la classe text 3xl, text red 500. Si j'enregistre ça, je vais maintenant lancer ça avec live server. Vous voyez que ici, ce n'est pas appliqué. Ok, j'ai oublié de faire une autre étape supplémentaire que je dois rajouter aussi dans mon guide. L'étape supplémentaire après ça, bon, j'ai lancé live server, mais ce qu'on doit rajouter, c'est oui, on a généré le tailwind.css, mais on ne l'utilise nulle part dans notre HTML. Notre HTML n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé après là. Donc ici, je vais venir dire link.css, etc. Et je vais linker mon tailwind.css. Ok, c'est comme ça que maintenant, lorsque je reviens ici, on a exactement tailwind.css qui marche. Et je n'ai plus besoin de modifier rien dans ma configuration, vu que j'ai lancé la commande. Chaque fois que je vais rajouter quelque chose ici, par exemple, je mets des padding 2, je mets un BG slate 400, j'enregistre, je viens là, j'actualise et tout ça s'applique. Ok, maintenant qu'on a fait un exemple de configuration et tout, et comme j'ai dit,
pour éviter de faire toute cette configuration-là, pour coder juste simplement, mais qui n'est pas une méthode recommandée. Ça, c'est juste lorsqu'on développe quelque chose localement, on ne veut pas se tracasser. Mais l'inconvénient de ça, c'est que vous n'aurez pas ces suggestions-ci qui viennent lorsque vous configurez bien votre Tailwind CSS. Et aussi, pour avoir ces suggestions, vous devez installer l'extension Tailwind IntelliSense, Tailwind CSS IntelliSense. Lorsque vous l'installez, directement, vous aurez ces suggestions d'autocomplétion, ces suggestions de couleurs, etc. Donc, lui va marcher lorsque votre Tailwind config a été bien configuré. Cool. Maintenant, on va commencer à coder notre projet. On va commencer avec la navbar. La navbar, c'est juste un élément nav dans lequel je vais donner un ID que j'appelle navbar, qui n'est pas nécessaire, c'est juste pour qu'on est capable de l'identifier, et on aura des classes. Ok, qu'est-ce que contient notre navbar? On va regarder celle qui est déjà complétée pour savoir. Ok, on a déjà un lien qui représente notre logo, check games. Ce lien ne dirige vers rien dans ce cas-ci. Et après, on remarque qu'on a une liste de liens qui seront How to Play, About et Team. Maintenant, ce ULC n'est pas fermé. On le ferme. On a aussi un bouton Play Now qui est là. Je vais regrouper tout ça dans un div. J'appuie CTRL-SHIFT-P et je saisis Wrap. Ça m'amène ce thème-ci. Je l'ouvre et je vais pouvoir saisir ici que je veux que ça wrap tout ça dans un div avec la classe groupe. Lorsque je viens ici, on a nos éléments de notre navbar qui sont déjà présentés. Et maintenant, il y a autre chose. Parce que lorsqu'on regarde la version finale, on remarque que lorsque je réduis un certain taille, il y a un autre élément qui apparaît, menu. Donc on va le rajouter aussi. Pour ajouter ce bouton menu, ce que moi je fais, c'est que je vais coller le code pour ça. C'est un div dans lequel j'ai un label. Le label ici qui sera comme un bouton. Et ce label ici, c'est un SVG, bien sûr. Moi, j'ai rajouté la classe H6 et W6 qui sont des classes Tailwind CSS qui me donnent certaines largeurs et hauteurs. La même largeur, la même hauteur pour que ce soit sous forme carré. Donc j'ai SVG qui représente le menu et j'enregistre ça. Vous allez voir que j'ai une icône et j'ai mon texte pour le menu. Maintenant qu'on a tous nos éléments HTML, on va maintenant commencer à designer tout ça ensemble. On va commencer avec la navbar en elle-même. Pour la navbar, on va commencer par ajouter un flex wrap pour que lorsque les éléments débordent, on va à la ligne. Après ça, on va mettre les items center pour que ça soit bien centré au milieu. Lorsque l'écran est plus grand que la taille d'un mobile, est plus grand que l'écran d'un téléphone, on va aller flex row. Après justify between, on met un arrière-plan BG gray de 800 et des pages mettre autour. On va mettre un gap entre les différents éléments de notre navbar. Lorsque j'enregistre tout ça, on a notre menu ainsi présenté. Ok, maintenant pour notre logo, on va rajouter sa classe. On commence par rajouter la classe logo. Ensuite, on va préciser que la largeur est automatique. On rajoute une marge droite de 8 pixels. Après, on met le font serif. On met un font semi-bold pour que le texte soit un peu plus gras. On définit le texte qui soit blanc. On augmente la taille de notre logo avec un texte de XL qui est à peu près 24 pixels. Et ça sera tout pour notre logo. Je pense que ça ressemble déjà à la version finale qu'on a. Et notre logo est terminé. Maintenant, passons au bouton menu sous forme de bloc. Mais lorsque l'écran est plus grand que MD, il est hidden. C'est déjà quelque chose que lorsque je vais agrandir, vous voyez, lorsque l'écran est déjà plus grand, il n'apparaît pas. Donc, il va apparaître normalement juste sur le mobile ou bien lorsque l'écran est déjà assez petit. Ça, c'est le CSS initial que j'avais déjà mis ici. Maintenant, pour le label lui-même en tant que tel, pour qu'il ressemble à un bouton, j'ai ces ensembles de classes qui sont définis. Premièrement, je dis que c'est flexible. Je donne un espacement entre ces éléments. On met les paddings. On définit la bordure. Et la bordure, la couleur est current, c'est-à-dire la même couleur que la couleur du texte qui est blanche. Après, on définit les bordures comme arrondies. On définit cursor pointer pour que le curseur soit sous forme de main lorsqu'on survole. Et select none pour ne pas permettre de sélectionner ce texte-là. Donc, pour que ça agisse vraiment comme un bouton. Et ça, c'est tout pour notre label. Là, il ressemble à un bouton. Et on est capable de le faire disparaître lorsque l'écran est plus grand.
Maintenant, pour les différents items de notre menu, on va commencer par rendre tout ça flexible, c'est-à-dire un ensemble de classes. Pour rendre ça flexible, Flex, Item Center, display sous forme de colonne par défaut, mais lorsque l'écran est déjà plus grand qu'un écran de téléphone, là on va display sous forme de row. Lorsque l'écran est plus grand que 768 pixels, on va faire Justify N pour que les éléments restent entièrement à droite. Et on va mettre un gap de 10 entre les différents éléments. Définir le texte XL qui soit un peu plus gros que normal. Font semi-bold pour que le texte des items soit aussi grand, soit gras. J'enregistre tout ça. Et on voit que les différents items sont déjà plus gras. Ils sont display sous forme de colonne. Et lorsque j'agrandis mon écran, ces deux éléments sont display sous forme de row. Ok. Avant de continuer, on va venir pour nos différents liens. On va rajouter ici classe text white pour déjà que le texte soit visible. Et on peut commencer à partir de là. Ok, donc avant de continuer plus sur le menu même, on va venir pour le UL ici. Pareil, on va rajouter des classes et faire en sorte que tout ça soit flexible. Flex, gap 6, flex sous forme de colonne. Mais lorsque l'écran est plus grand que 768 pixels, on met sous forme de row. Et Justify Center. Là, on a déjà notre item qui ressemble déjà presque à ce qu'on a la version finale. Juste en faisant des flexbox comme il nous faut. Maintenant, pour le Play Now button, c'est lui qu'on doit styliser aussi. Avant de le faire, ce que je vais faire, c'est sélectionner tous mes LI et les rajouter dans une classe pour rajouter des padding autour. Padding 2 et Text Center pour que ce soit un peu plus espacé, plus aéré. Et maintenant que j'ai fait ça, on va sur le bouton Play Now, on va ajouter des classes qui ressemblent à ça. Donc, on définit l'arrière-plan qui est blanc par défaut. La transition se fait sur les couleurs. On va mettre un délai pour cette transition de 50 millisecondes avant que la transition ne commence. Et la durée de cette transition, c'est 300 millisecondes. Lorsqu'on survole, on change l'arrière-plan Indigo. Le texte normal, c'est Indigo 500, mais on le va le... Lorsqu'on survole, on change l'arrière-plan Indigo 700. Le texte, c'est Indigo 500, Hover. Lorsqu'on survole, le texte devient blanc, les paddings et une bordure arrondie. J'enregistre tout ça et on a notre bouton qui est fait, qui est beau et qui a notre effet, notre transition et tout et tout. On a un menu qui est exactement comme le menu initial, sauf que là, c'est un peu décalé lorsque je change d'écran. C'est parce que ici, on a notre barre de défilement qui prend un peu d'espace, donc l'écran est un peu plus réduit ici comparé à ici. Ok, notre Play Now, on voit le texte, lui, il est pas exactement comme pour l'autre, donc on va changer tout ça. On va mettre Play Now. Sinon, on peut aussi mettre juste uppercase ici. Ça devait accomplir la même chose. Maintenant, si j'avais Now comme ça, vous voyez pareil, c'est uppercase. Ok, donc on le laisse comme ça. On a notre navbar qui marche à peu près, mais lorsque l'écran est plus petit, vraiment il est sous forme de mobile et ça devient un peu un bazar. Pour changer ça, pour modifier ça, c'est la liste des éléments qu'on va faire tout de suite. Ok, donc on va remonter. Là on est sur le gros bouton, on remonte, on voit notre liste d'items, on revient sur l'élément groupe qui est le groupe de nos items et notre bouton. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets un peu d'espace pour séparer ce style que je veux rajouter tout de suite. Donc, ce que je rajoute, c'est que je dis que nos éléments de notre groupe-ci, c'est défini absolute pour que ça ne prenne aucun espace. Mais lorsque l'écran est déjà plus grand que 768 pixels, ça devient relatif. Donc, parce qu'on sait que lorsqu'on n'est pas sur mobile, on veut bien sûr que notre élément soit présent. Pierre check, ça c'est un élément intéressant qu'on va utiliser pour dire Pierre. Lorsque Pierre est checked, on va relatif. Mais Pierre check, ça veut dire quoi? Pierre, ça fait référence à un élément voisin qui a la classe Pierre. Ça sonne un peu comme si je parlais de Pierre ou Jean-Pierre, mais on va rajouter quelque chose ici. Un input checkbox avec la classe hidden et la classe Pierre. J'enregistre ça. C'est notre input checkbox qui est hidden. Et lorsque je viens dans notre label, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un label. J'avais mis un for toggle navbar. C'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur ce label, ça va cocher notre toggle navbar. Donc ce que je vais faire initialement, c'est retirer ce hidden pour qu'il soit bien visible. Lorsque je clique, ça le coche.
et clique, ça l'affiche. Vous voyez, notre menu marche déjà. Ça, c'est en fonction des classes que je viens de rajouter. Mais je vais vous expliquer comment tout ça marche. Donc là, je le mets hidden parce que l'utilisateur n'a pas besoin de savoir que tout ça marche en fonction d'un checkbox qui est caché. Donc je mets hidden. Et là, c'est beau, c'est visible et ça marche pareil. C'est juste que lorsque notre Pierre, parce qu'il a la classe Pierre, lorsqu'il est coché, là maintenant, applique ce style. C'est ça un des trucs puissants et super cool avec Tailwind CSS. On peut faire des choses comme ça. Donc je dis que lorsque Pierre est check, c'est que je vais maintenant dire lorsque notre checkbox est coché, définit sous forme de relatif. La hauteur par défaut c'est 0, c'est pour ça que l'élément est invisible comme ça. Mais lorsque le checkbox est coché, là maintenant la hauteur devient fit pour que c'est capable d'afficher exactement ce qui est dans le menu. Overflow hidden, c'est pour que lorsque la hauteur est 0, donc tous les éléments qui sont et qui dépassent cette taille de 0 là ne sont pas affichés. Toutes les autres choses, sinon flexbox qu'on avait avant. Et sinon, c'est juste les petits ajustements en fonction de la taille de l'écran. Lorsque l'écran est plus grand que 768 pixels, dit que la hauteur soit fit, etc. Donc lorsque j'enregistre ça déjà, on a notre menu qui fonctionne, on est capable de l'afficher, de le cacher. Tout ça se fait en Tailwind CSS et on a un menu. Mais c'est vraiment trop brusque là, contrairement à ce que j'avais ici, où on a une petite animation. Donc c'est ça qu'on va rajouter maintenant, une liste de classes pour animer tout ça. Ok, je vais séparer ça à nouveau. Et ici, je vais rajouter ceci. Je dis que par défaut, l'opacité c'est 0, donc c'est invisible. Lorsque on est sur un écran d'ordinateur, l'opacité est 100, donc ça s'affiche. Pierre, lorsque la checkbox est cochée, ça affiche bien sûr. Une transition entre tous ces différents états là, que ce soit coché, que ce soit visible ou invisible. On a une transition. La durée de 300 millisecondes pour cette transition là. Et lorsque la checkbox est cochée, on fait une petite translate, un transform translate de 2 sur Y, c'est-à-dire verticalement, on fait un translate. Mais lorsque l'écran, c'est un écran d'ordinateur, je ne veux pas qu'il y ait ce translate là. Et on a exactement notre menu qui marche lorsqu'on le fait apparaître. Il y a une petite animation là. Mais bon, ça c'était pour notre navbar. On va rabaisser tout ça, cacher notre navbar et aller à la prochaine session qui est notre header component. Et je remarque déjà que j'ai un H1, bon, ce qui semble comme un H1, j'ai quelque chose qui semble comme peut-être un H3 ou H2 et j'ai deux boutons. Donc c'est ce qu'on va faire. H1 avec le texte libérez votre check games plus H2 avec le texte jouez ça. Si je fais déjà ça, j'enregistre, ça crée mes différents H1, H2. Maintenant j'ai deux boutons, jouer maintenant et comment jouer. Je vais mettre jouer maintenant et comment jouer. Je vais regrouper tous ces deux ici. Je fais CTRL SHIFT P, je rappe et je vais rapper tout ça dans un div. Mais déjà là, on a déjà notre texte de nos différents éléments. Maintenant, il est temps de les styliser pour que tout soit ressemble à ce qu'on avait. Mais tout ça, c'était pour le texte. Qu'est-ce qu'on fait de la grosse image? Vous voyez que sur mobile, on a fait disparaître toute cette image-là et toutes ces couleurs qui étaient en arrière-plan. Mais sinon, lorsqu'on est sur un grand écran, on doit avoir tout ça. Donc, on doit rajouter aussi ces éléments dans une autre section. C'est-à-dire que tout ça, on rappe tout ça dans un div. Et on va créer notre div qui sera notre image. J'ai un dossier qui s'appelle asset ici. Image. L'image d'arrière-plan, c'était quoi? L'image d'arrière-plan, c'est lui. Donc, je vais copier relative path, venir et on va le coller ici. Je reviens là, on a notre image qui apparaît bien. Et pour décrire cette image, c'est juste un ensemble d'items de jeu. On va appeler ça comme ça. Ok, maintenant, il y a différentes classes pour séparer nos différents éléments. Notre image ici, elle ne sera pas seule. On va revenir à cette section plus tard, mais designons d'abord cette partie ici. La grande partie, la grande section, classe pour notre header. Bon, je peux rajouter une classe que j'appelle header ici, juste pour que ce soit nommé. Juste pour que ce soit nommé. Mais sinon, on va faire flex background gray, backdrop contrast. C'est-à-dire que l'arrière-plan, on va faire un contraste pour que la couleur soit un peu plus sombre qu'elle est par défaut. Et je vais faire overflow x clip, c'est-à-dire que lorsque les éléments dépassent horizontalement, je vais que ce soit P.
Donc, je veux aucun élément qui déborde. Vous voyez par exemple ici, j'ai du texte qui déborde, c'est coupé par défaut. Ok, déjà avec avoir mis flex et tout ça, on est déjà capable de séparer nos deux éléments sous forme de deux colonnes. Contraste. Ce backdrop contraste, vous allez voir la différence, ce que ça fait lorsqu'on aura atteint la portion, on rajoute ces couleurs. On rajoute ces couleurs en arrière-plan. C'est là que vous verrez l'efficacité de cette classe, de cette propriété ici. Sinon, nos différents textes et titres, on va rajouter des classes pour ceux-là aussi. Si je reviens ici, H1, classe. Lorsque l'écran est grand, on a une taille de texte définie. Sinon, la taille de texte par défaut, c'est celle-ci. Le texte est centré, ou bien lorsqu'il est grand, il commence au début. Le texte est gras, il est blanc et il est balancé. J'enregistre tout ça, on voit tout ça, ce qui s'applique. On fait pareil pour le sous-titre, on rajoute ces classes, on enregistre et on a notre texte qui est affiché aussi. Maintenant, pour nos différents boutons, je viens sur le bouton jouer maintenant, je rajoute ces classes-ci, l'arrière-plan, transition des différentes couleurs, la durée des transitions, le texte il est gras bien sûr, centré, on met la bordure arrondie, ding qu'on met et ça n'est pas utile. J'enregistre ça et on a notre bouton qui est déjà fonctionnel. Juste que tout ça n'est pas encore bien positionné. Mais sinon notre bouton lui, bon, ce qu'on va rajouter ici c'est uppercase, que tout soit ça en majuscule. Sauf que pour comment jouer on va le modifier. Au lieu de le faire en tant que bouton, on va le faire en tant que lien. Et href il va ramener à une section que je vais appeler how to play plus tard. Ça c'est juste pour que celui-ci ressemble à un bouton mais il permet de parcourir la page plus rapidement. J'enregistre ces différentes classes qui sont les transitions, texte, mis en gras, bordure, padding, tout ça. J'enregistre et on a comment jouer qui est affiché. Ok, là on a quelque chose de spécial, j'ai jamais vu ça. On a un bouton qui va à la ligne. What the fuck? Ce qu'on constate déjà, c'est que notre section de gauche qui contient le texte de notre header est un peu bizarre. Pour ranger ça, on va revenir aux éléments qui constituent. Déjà, lorsqu'on revient au div parent qui contient nos différents boutons, on va rajouter ces classes-ci pour que ce soit flexible, justify between, espace, etc. etc. J'enregistre ça et maintenant nos éléments occupent l'espace qu'ils ont à leur disposition. Mais même cet espace, il est toujours trop grand, ça c'est parce que notre élément en tant que tel, il est bizarre, il n'y a pas d'espace à gauche ou à droite. Donc on revient au parent qui contient donc ce div ici. On va rajouter des classes. Donc ça c'est le div de gauche et on a notre div de droite qui contient notre image. Le div de gauche, on va rajouter les classes suivantes. Et ici ce que je fais, c'est que je mets le padding top pour qu'il y ait de l'espace au-dessus. Je mets ce padding là, il est différent lorsque l'écran est plus grand. Pareil pour le padding bottom, padding à gauche et à droite. Lorsque l'écran est grand, on modifie ces paddings là à gauche et à droite. Lorsque l'écran est grand, on veut que la largeur soit 7 sur 12, c'est-à-dire à peu près 58% de la largeur disponible. Mais sinon, par défaut, c'est 100%, c'est-à-dire ça c'est normalement lorsque l'écran est petit. On le display sous forme de grille, mais c'est une grille d'une seule colonne et plusieurs lignes. Lorsque j'enregistre tout ça, on voit nos éléments sont affichés ici comme ça. Et ça ressemble plus à la version finale. Ce qu'on a rajouté maintenant, ce sont du style pour la deuxième partie. Pour la partie qui contient l'image. Ici, on veut s'assurer que l'image ici ne prend pas plus d'espace qui est nécessaire afin que tout ça soit bien organisé. Et l'image disparaît en fonction de la taille de l'écran aussi. Donc, j'ai appelé cette section héros wrapper qui wrap, qui encadre le héros qui est l'image. Je disais, lorsque l'écran est plus grand, là on l'affiche. J'enregistre ça, là il est caché, notre élément prend tout l'espace qui est disponible. Pareil que dans cet état-ci. Mais lorsque j'agrandis là, ok, ça prend l'espace qui est disponible. Maintenant, on doit changer la taille de cette image ici en fonction de la taille de l'écran. La hauteur qui est 3/4 de la hauteur disponible, c'est-à-dire 75%. Z index de 20 pour que ce soit au-dessus de tout. Une transition lorsque ça se déplace. Translate, hover, translate aussi. Ça c'est ce qu'on fait
Lorsqu'on survole, on fait un translate négatif, c'est-à-dire moins translate à gauche de 2. On fait aussi un moins translate à droite ou vertical de 1. Et object contain pour object fit. J'enregistre ça. Je reviens ici. J'agrandis mon élément. Et c'est bien affiché comme par défaut. Ok, je fais un zoom out pour qu'on est capable de voir tout ça. Et maintenant ici, pour l'arrière-plan, pour les différentes couleurs que vous voyez tout à l'heure dans la version finale, en fait ce sont des divs. Donc je vais rajouter 3 divs ici en dessous. Div 3. Et dans chacune de ces divs, je ne veux rien. Je vais juste avoir un ensemble de classes pour les définir. Pour la première, je dis qu'il est disponible, il est display absolute. C'est exactement pour ça que dans son parent, le wrapper, je l'ai dit qu'il est relatif en fonction, pour que ce soit display en fonction de son parent. Donc il reste le contenu quand même dans le wrapper. Et ici, je définis une largeur, une hauteur pour cet élément-ci. Pour que ce soit comme un cercle, un arrière-plan violet à peu près, une opacité de 40 pour qu'il ne soit pas trop opaque. Et Z index -10 pour qu'il soit en dessous de tout. Je fais un blur de 80 pixels. Ça, c'est un blur personnalisé. Lorsque je mets entre crochets comme ça, c'est une valeur personnalisée. Donc, je peux mettre n'importe quelle valeur que je veux, que Tailwind CSS n'a pas défini peut-être. Vous voyez qu'on a fait le premier cercle qui est présent déjà. Et c'est beau. On va faire pareil juste pour les deux autres, avec différentes couleurs, différents positionnements. Parce que ici, j'ai dit top 0, left, -10. Les autres, c'est juste différents positionnements, différentes couleurs. Donc, je remets ça à 80 pixels. Et ici, je rajoute les différentes classes pour les deux autres divs. Voilà, j'ai rajouté les deux classes pour les deux autres divs. Et vous voyez que les propriétés sont similaires. C'est juste que la largeur change ou bien la position change. Mais sinon, le principe est similaire. Lorsque j'enregistre tout ça, là, on voit maintenant que tout ça est mélangé avec le blur et ça rend quelque chose d'un peu beau qui survole, bien qui est en arrière-plan de tout ça. J'ai dit tout à l'heure que j'avais ce backdrop contrast-ci. C'est parce que ces éléments-ci, maintenant que j'ai dit Z de -10, ils vont en arrière-plan de notre header. Et donc, je dis backdrop contrast 125 pour que tout ce qui est en arrière-plan de notre header a un contrat un peu plus. Vous allez voir que les couleurs sont un peu moins foncées. Si je la remets, je vais mettre 200. Vous allez voir que les couleurs sont un peu plus foncées. Donc, c'est un détail subtil à l'œil. Mais je vous assure que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que les couleurs sont un peu plus belles, plus vivantes lorsqu'on met plus de contraste. Ok, maintenant qu'on a fini avec le header, qui est quand même beau, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, bravo, je suis fier de toi et de moi. On va continuer avec la suite. On a encore beaucoup à faire. La prochaine section, c'est le How to Play. Maintenant, le contenu de How to Play, je l'ai fait comme une grille entière et dans chaque grille, il y a 2 grilles séparées. Donc, je n'ai pas regroupé tout ça dans un seul élément parce que je voulais pouvoir jouer plus avec ça. Maintenant, si je zoome un peu plus, ça va me permettre de voir les différentes tailles d'écran. Ça, c'est lorsque l'écran est un peu plus petit. Et pareil, lorsque l'écran est plus petit, ça, c'est un peu plus vers une tablette. Et voici la version mobile où vous aurez les images, le texte et tout ça sur cette grandeur-ci. On va revenir à la taille normale et on va commencer à faire ça. Donc, je vais rajouter une autre session pour comment jouer dans ma page. Et comme on a dit, la première chose à rajouter, c'est le How to Play ici. Donc, j'ai une div pour la session complète. Après, j'ai une autre div qui sera un container. La classe container, ce qu'elle fait, c'est qu'elle définit des largeurs maximum en fonction de la taille de l'écran. Ça, c'est une classe définie aussi avec Tailwind CSS. Et maintenant, ici à l'intérieur, j'aurai maintenant la session pour l'entête, on va dire. C'est dans cette session, c'est que je pourrais avoir mes différents éléments. Donc, j'aurai un H1. Et vous avez sûrement constaté que on a commencé le site en français et après c'est en anglais là. Ça, c'est parce que j'ai changé juste l'entête-ci pour pouvoir créer la miniature pour la vidéo. Mais sinon, tout le site, je l'ai fait en anglais. Comme je vous ai dit, ça fait partie d'un projet entier que je suis en train de vouloir faire. Je suis en train de vouloir vraiment créer ce jeu-ci. Donc, j'ai commencé par la landing page pour pouvoir
me motiver à continuer, à ne pas abandonner ce projet comme ça arrive souvent. Mais sinon, la suite du projet, ce sera en anglais. Je ne veux pas faire le translate de tout ça, mais vous pouvez écrire le texte en français, en anglais, en espagnol si vous voulez. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on va continuer avec How to Play. Après Check Games Gameplay, je copie juste le texte. Lui, c'est un H2 et lui, c'est un paragraphe, je pense. On va modifier tous les styles là après. Lorsque j'enregistre ça, on passe sur notre version qu'on a. On les voit tous apparaître là. Ok, maintenant on va commencer à designer un peu ça avant de continuer avec la suite. Premièrement, la div de la section How to Play, on va rajouter certaines classes. La première, c'est la classe How to Play, sinon on ne va pas l'utiliser quelque part. Après ça, je rajoute des paddings pour qu'on ait plus d'espace en haut et en bas. Si je reviens là, on voit déjà cet espace qui a été rajouté en haut et en bas de notre section. Et maintenant, on va rajouter un arrière-plan, la couleur et le texte qui va changer en blanc. Lorsque j'actualise ça, on revient et déjà c'est déjà un peu uniforme là. Et on se retrouve déjà avec quelque chose qui ressemble à la version initiale. Maintenant, on va agrandir tous les titres et les en-têtes pour les rendre similaires. Pour le petit titre How to Play, je rajoute ces classes-ci qui sont l'arrière-plan, la couleur du background et la couleur du texte qui changent. Je définis la taille du texte, SM qui est vraiment petit. Je définis les paddings sur Y et sur X. J'ai défini la marge en bas. J'ai défini la taille qui correspond juste à la taille du texte. Bon, à la taille du texte et des paddings. Padding X auto, c'est pour dire que marge à left et right, gauche et droite, qui seront automatiques. Ce qui va centrer mon élément. Ici, font weight bold pour que ce soit un peu gras. Et le début, c'était rounded pour que ce soit un peu arrondi. J'enregistre tout ça. Et on voit que notre élément est déjà centré comme il a besoin d'être. On va partir au prochain titre et ici il s'agit juste de changer la taille du texte et la couleur du texte. J'enregistre ça, on revient là et c'est déjà bien formaté. Et pour le paragraphe, on va rajouter aussi ces classes qui est la couleur du texte et la taille du texte. Si on revient, tout ça est bien positionné comme il faut. Maintenant on voit que ce n'est pas centré et tout. C'est parce que je veux que mes éléments en général soient centrés. Pour celui-ci, je l'ai mis Padding X pour qu'il soit centré par lui-même, mais sinon on va mettre un style au div qui contient tout ça afin que tout soit centré. Et comme j'aime bien mes flex, ce qu'on va faire c'est utiliser flex, mettre sous forme de flex column, centrer tout ça et un espace entre les différents éléments. J'enregistre et on revient. Boum, tout est bien positionné. Prochaine étape c'est de faire les différentes sessions image, texte, image, texte. Vous voyez ça alterner ici, ça c'est parce que j'ai mis des éléments pour alterner ça. Et à la fin, on aura un bouton. Donc on revient ici, on va là, on va rajouter notre div pour cette session-là. Ok, pour celui-ci, je vais coller une grille, le code que j'ai fait déjà pour une grille, et on va l'expliquer pas à pas pour que vous compreniez ce que j'ai fait. Bon, je vais répéter ça. Donc, j'ai une div qui est une grille, et dans cette grille-là, j'ai deux sessions. Une session pour le texte, ou plutôt pour l'image, et une section pour le texte. Pour la session pour l'image, je n'ai pas de classe vraiment là. Je veux juste avoir mon image à l'intérieur. Donc je lui donne une hauteur et une autre hauteur en fonction de la taille de l'écran. J'arrondis l'image. Je définis sa largeur minimale de 100%. Je lui donne un background au cas où l'image n'est pas affichée ou bien est encore en train de charger. Et je mets Object Cover Fit. Ça c'est pour que en fonction de la taille de l'écran, lorsqu'on agrandit ou on diminue la taille de l'écran, que ça couvre toujours tout l'espace disponible afin qu'on n'ait pas des aspects ratios bizarres. Et Object Top, je dis que la position dans laquelle on va se positionner pour couvrir toutes ces choses-là, c'est à partir du top, donc à partir du haut de l'image. Maintenant, je mets le source de l'image qui se trouve tout ça dans Assets. Vous aurez le code de source, le lien GitHub pour avoir tous ces assets-ci si vous voulez recréer le site par vous-même. Et je rajoute un alt, toujours pour le référencement, pour dire ce que l'image représente. Bien que je peux mettre quelque chose de plus descriptif que ça. D'accord, donc ça c'est pour la partie de l'image, c'est juste une image avec quelques classes. Et la partie du texte, c'est un H3 et un paragraphe. Le H3, on agrandit le texte, on le met italique, on le met en gras. On définit la taille lorsque l'écran est petit, on veut que le texte soit centré parce que tout ça sera centré. Mais lorsque l'écran est déjà un peu plus grand, on veut que le texte soit positionné à gauche. Pour le paragraphe, pareil. Pour le paragraphe, pareil.
On centre le texte en fonction de la taille de l'écran ou on le met à gauche et on définit la taille et la marge en haut et une marge top du paragraphe. On centre le texte en fonction de la taille de l'écran ou on le met à gauche et on définit la taille et une marge top du paragraphe. Et maintenant, lorsque je monte ici, on voit ce qui regroupe tout ça. C'est un élément dont j'ai donné la classe groupe. Normalement, ça c'est une utilité en Tailwind CSS, mais dans ce cas, si j'ai juste mis regroupe pour pouvoir l'identifier, mais c'est un grid. Mais lorsque l'écran est déjà un peu plus grand, c'est-à-dire la taille d'une tablette, on veut que ce soit une grille de 2. Donc il y aura 2 éléments, comme vous voyez, un à gauche et un à droite. Je mets un espace entre les éléments en fonction de la taille de l'écran. Je change l'espacement, soit de 48 pixels, soit de 32 pixels. Je centre tout ça, c'est ce qui nous donne notre résultat. Lorsque je vais enregistrer les changements et qu'on vienne dans notre version, ici, on voit que tout ça est positionné comme ça. Mais on voit que c'est pas vraiment comme sur la version-ci. C'est parce que ici, c'est dans un conteneur. On va mettre tout ça dans un conteneur. Et comme je vous ai dit, le conteneur définit la taille de l'élément en fonction de la taille de l'écran. Ok, lorsque je remonte ici, on voit que j'avais déjà mis tout ça dans un conteneur. Ce qui nous manque à faire, donc, c'est juste positionner bien tout ça. Et pour le faire, je vais mettre MX Auto, pareil, pour que ce soit centré. Et des padding aussi, de 6 sur à gauche et à droite. J'enregistre, on vient ici. Est-ce que ça fait ce qu'on veut? D'accord, c'est centré déjà. Ok, mais voir qu'il me manque un espacement entre ces éléments-ci. On va venir ici. Cette section qui va contenir tous nos grilles. On va rajouter des classes pour ça. Ceci. Ok, on voit que ça a mis l'espace qu'il faut. Je vais expliquer ça. Je dis que ça c'est une grille d'une seule colonne parce que en dessous, chaque enfant, j'ai déjà divisé ça en sous-grilles. Maintenant, je mets un margin top de 20, c'est ça qui me rajoute l'espacement que j'avais en haut là. Et je définis aussi un espacement entre chaque enfant. Lorsque l'écran est déjà l'écran d'une tablette ou plus haut que ça, c'est 5, mais sinon, c'est 8 par défaut. Ok, c'est ça qui fait ce changement-ci. Maintenant, lorsque je duplique déjà ces différents éléments, si je viens à cette section-ci, j'appuie CTRL-SHIFT et j'appuie ma flèche du bas, ça va dupliquer tout cet élément. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'enregistre, je viens ici et on voit que ça se répète déjà 4 fois. Ok, mais si on laisse ça comme ça, le site est un peu boring. C'est pour ça que j'ai décidé d'alterner ça dans mon design. Sinon, tout ça se lit bizarrement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est changer les images, changer la position du texte et le contenu du texte aussi. Ok, on remonte à la grille qui contient tout ça. Je vais répéter le premier élément parce que lui, il est bon. Pour positionner la section du texte en premier, je peux juste venir ici et rajouter cette classe-ci qui dit que lorsque l'écran est déjà un peu plus grand que l'écran d'une tablette, je veux que toi, tu order first. Je mets ça, cette condition de la taille de l'écran parce que si je ne le définis pas comme ça, lorsque l'écran sera plus petit, il sera toujours ordonné first, ce qui fera bizarre qu'on aura le texte qui sera positionné avant l'image, par exemple sur un téléphone. C'est pas ce qu'on veut. Sur un téléphone, on veut que tout soit positionné dans l'ordre qu'il est créé, c'est-à-dire l'image, le texte, l'image, le texte. Ok, donc lorsque j'enregistre ça, on vient ici, on voit que ça a changé de position. Donc juste en faisant ça, c'est déjà positionné comme il faut. Maintenant, on doit juste mettre la bonne image et le texte du contenant. La manière que j'ai nommé mes images, je viens ici, ça s'appelle How to 1, je pense, dans la prochaine image. Je vais mettre ça Step 2 et le texte de Step 2, je vais le remplacer avec le bon texte. J'enregistre ça, on revient et bon, c'est fait. Maintenant, je vais accélérer cette partie-ci. Vous n'avez pas besoin de voir comment je remplace juste du texte. Vous avez vu ce qu'on doit faire pour la section normale et comment faire pour alterner ça. C'est juste en mettant la classe order first en précisant bien la taille de l'écran pour l'élément qui suit. Donc, je vais faire ça pour les 2 prochains éléments. Remplacer l'image et le texte. Ok, c'est fait. Bon, tout ça est créé. On a terminé avec cette section un peu plus rapidement que le header parce que le header avait beaucoup plus de trucs compliqués à expliquer. Et maintenant, il va nous manquer juste le bouton qui est positionné là en bas et au centre. Qui est facile à faire dans notre div qui est une grille d'une seule colonne qui contient tous nos différentes descriptions de how to play. Je vais rajouter une autre div ici à la fin qui est une div, un flex juste pour centrer mon bouton. Le bouton, j'ai défini certains styles là qui sont similaires aux autres boutons qu'on a sur notre page. Vous pouvez regarder un peu les classes que j'utilise.
et je mets que ce bouton est disable. Pour le moment, je l'ai mis disable parce que je n'ai pas encore de fonctionnalité. Je ne veux pas que lorsqu'on clique dessus, ça m'envoie vers une autre page ou bien ça submit quelque chose. Je peux rajouter aussi le type là pour dire que c'est un bouton. Mais sinon, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, ça va lancer le jeu. Et j'enregistre ça, on vient et on a notre bouton. C'est beau pour cette section. La prochaine section, c'est quoi? C'est About Check Games. Pour être honnête avec vous, cette section, je ne suis pas la plus fière de cette section. Elle allait un peu... C'est comme s'il y a quelque chose que je peux améliorer ici. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais pour la section de team et du footer, je pense que ça va bien ensemble de les regarder comme ça. Mais cette section-ci, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque, que je pourrais mieux faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour la créer, pareil, ces trois éléments initiaux, c'est le même style que ce qu'on avait avant. C'est juste le texte qui va changer. Donc on va copier ça pour ne plus avoir besoin de répéter du code. Je viens ici, je rabaisse toutes mes grilles et je viens juste copier cette section de Flexi. Mais avant de copier ça, je dois aussi copier les... Quand on a commencé une nouvelle section qui s'appelle section About. Cette section-ci sera similaire à celle qu'on avait avant dans une div que je vais appeler About Check Games. Et je vais rajouter ces classes-ci qui rajoutent juste des paddings en haut et en bas, similaire à celle qu'on avait avant. Et un background qui est blanc, bon, gris sans, qui est similaire au blanc. À l'intérieur, pareil, on va mettre un container MX et PX6. C'est fait. Et maintenant, on va copier cette section-ci du flex. On va descendre là, coller ça et changer juste le texte de la section. Je viens ici, ok, j'enregistre tout ça et on revient. Boum, on a nos éléments qui s'affichent. Ok, maintenant que j'ai collé ça, on voit qu'il y a des différences de couleurs qu'on a modifiées. Donc c'est ça la différence avec ces sessions-ci et celles qu'on avait avant. Donc je vais modifier les bonnes classes pour avoir les bonnes couleurs. Commencer par le background gray. Ici il sera 800. Le texte gray il sera plutôt 300. Pareil, chaque fois qu'on avait 100, on va mettre ça à 800. Et on a notre texte qui est de la bonne couleur. Ensuite, on a une image là qui est centrée et une section avec nos différents testimonies, c'est-à-dire ce que les utilisateurs de notre produit pensent. Pour la partie de l'image, je viens juste à la fin de cette div-ci. Je rajoute une div, flex, je justifie center pour centrer tout ça. Je rajoute des paddings à gauche et à droite, ce qui va plus servir lorsqu'on sera sur un petit écran. Et je centre aussi ça de manière verticale avec Align Items Center. L'image elle-même n'a rien de particulier. Je définis juste la taille de l'image en pourcentage en fonction de la taille de l'écran. On définit marge aussi au-dessus de l'image. Et un Alt toujours pour le SEO. J'enregistre, on revient et ça c'est pas ça. On revient ici et boum, c'est centré. Ok, je constate que le texte ici n'est pas comme il faut. Il me manque quelque chose là, il doit être centré aussi. Ou du moins, il doit être bien justifié afin que ce soit similaire à ce qu'on avait ici. Donc ici, je vais rajouter un texte center. J'enregistre ça, je reviens. Et on voit que c'est centré, mais ça déborde le titre. Je ne veux pas que ça déborde le titre, donc je vais rajouter des paddings. Question de rapetir l'espace disponible pour le texte. Et les paddings que j'avais utilisés initialement, c'est seulement lorsque l'écran est très grand, parce que lorsque l'écran est petit, par défaut, ça va rapetir, il y aura moins d'espace. Donc, lorsque l'écran est très grand, ce qu'on va faire, c'est rajouter des paddings horizontales de 26, je pense. Non, c'était de 32. 32, ça veut dire 128 pixels. Je reviens ici et boum. D'accord, on est en train d'avancer assez rapidement là. Après ça, on avait maintenant notre section avec nos différents testimonies. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Vraiment, testimony, je suis juste en train de traduire le mot anglais littéralement. Ok, pour cette section-ci, on va d'abord rajouter un H2, le rendre grand, extrêmement grand, font bold, centrer ça, la couleur du texte, image en dessous de ça, et what our players say. Et c'est ça qui nous donne ceci. Ok, maintenant la partie qui est un peu plus complexe, on a plusieurs éléments qu'on va positionner. On va faire pareil comme pour les grilles qu'on avait fait avant. On va créer un seul élément et après on va pouvoir être capable de les dupliquer. Ce que je sais, c'est que j'aurai un carrousel, c'est ça que j'appelle ça.
Le carrousel, c'est le contenant de tous ces éléments qu'on va faire défiler. Et maintenant, à l'extérieur du carrousel, j'aurai ces arrows aussi qui sont les contrôles. Mais les contrôles, ce sont des boutons dont je vais donner les différents ID. Scroll left button. Ces deux éléments, je vais rajouter des HTML entities, comme on les appelle, qui vont représenter le caractère de gauche, qui représente ça, et le caractère de droite. Donc, ce sont des caractères entities, c'est ça qu'on les appelle. J'enregistre, parce que sinon, on ne peut pas juste écrire ça. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas juste mettre le open tag ici. Ça, c'est un élément HTML. Ça va créer une erreur, une confusion dans le code. Donc, on doit rajouter des caractères entities pour pouvoir les représenter. J'enregistre ça. On revient ici. Là, c'est la version dans laquelle on est. On voit déjà nos deux boutons qui sont là. OK, c'est un bon début. Maintenant, le carrousel, il est là. Mais on va regrouper tout ça dans un élément. CTRL-SHIFT-P. Et je vais wrap tout ça dans une div. Et maintenant ici, cette div ici, je vais donner des classes. Déjà avec mes relatifs, parce qu'il sait déjà que ces boutons-ci, je vais devoir les positionner de manière absolue en fonction du relatif de la taille du grand contenant. Donc, je vais mettre une position relative maximale et un padding horizontal. J'enregistre tout ça. Je viens ici. On ne voit pas de différence, mais tout a été créé. D'accord, maintenant pour le contenant de notre carrousel, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'aurai plusieurs testimonies à faire, ou plusieurs testimoniales, peu importe comment vous voulez les appeler. Je vais coller le premier et vous expliquer le code. Ok, déjà j'ai rajouté la classe testimonial pour pouvoir les différencier, les sélectionner. Ne regardons pas encore ce que le testimonial fait en lui-même, mais dans cette div ici, on a deux choses. Un paragraphe qui est le commentaire de l'utilisateur et une autre div qui est le profil de l'utilisateur. Donc une image de profil et un paragraphe qui donne le nom de l'utilisateur. Regardons cette petite section-ci. Donc ici c'est un flex, justify start avec le gap, l'espace entre ces éléments. Une image, cette image c'est circulaire que j'ai pris et je la rends circulaire en faisant le rounded full qui est un border radius extrêmement grand qui va le rendre circulaire. Et j'ai défini là, j'ai une hauteur fixe de même dimension afin que ce soit vraiment circulaire. Sinon, ça va me donner quelque chose d'ovale. Ok, lorsqu'on regarde ça, ici, on voit que c'est bien représenté. Mais vu que pour le moment, il y a juste un seul élément, il prend tout l'espace disponible. C'est le comportement par défaut des flex. Et comme je disais, si on remonte ici, le paragraphe lui-même, c'est la couleur du texte et une marge en dessous pour le séparer du profil qui est un texte de l'élément. Ok, le parent de tout ça, c'est le testimonial. On revient ici, on a directement le background qui est visible et le rounded qui est le border radius. On donne un peu de shadow derrière dans le background shadow, le box shadow, excusez-moi, et une marge à gauche et à droite de cet élément-ci. Padding défini et snap start qui a une propriété très importante. Là j'ai flex grow qui pour dire qu'il va prendre tout l'espace disponible qu'il peut. C'est ça qui fait qu'il prend tout l'espace ici aussi. Je définit la taille du texte qui est large pour tous les éléments. Une largeur minimale qui est 100%. Largeur minimale lorsque l'écran est grand qui est 96, c'est-à-dire 384 pixels. Testimony. C'est pour identifier mon élément. J'enregistre ça. Comme on voyait, on avait déjà ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer tous ces éléments-ci pour avoir différentes choses. Donc, je vais copier et coller les différents textes et les différentes images. On en a 5 au total, donc je colle les 4 autres. J'enregistre et vous constatez que ils sont tous là. J'ai sélectionné et j'ai téléchargé différentes images pour pouvoir différencier certains utilisateurs, mais sinon j'ai juste un certain nombre d'images prédéfinies. Ok, on a tous nos éléments-ci qui sont affichés de cette manière. Nos boutons arrows qui sont là. Maintenant de styliser bien tout ça afin que ce soit bien visuellement attractif. Ok, pour faire tout ça, ça sera avec le parent de ce testimony. On revient ici et c'est le carrousel. Donc, on sait que pour le carrousel, on va rajouter des classes. C'est quoi ces classes? Je les colle ici. Déjà, on va définir que tout ça c'est flexible. On disait que les enfants
gros, mais tout ça ne marche que si on se trouve dans un parent qui est flexible. Donc, on définit le parent flexible, on donne une largeur maximale de 100%, une hauteur qui est prédéfinie pour que tous les éléments ont la même hauteur. Les éléments commencent à justify start, flex auto, pour dire que flex grow et flex shrink sont 1 et 1, et auto, c'est, je sais plus trop ce que celui-ci fait. Laissez-moi vérifier une seconde. Ok, j'ai vérifié sur csstricks.com, qui est une bonne référence pour expliquer les différents flex. Et le flex short end, la première propriété c'est grow comme je l'ai dit, le deuxième c'est shrink et le troisième c'est flex basis qui définit la taille minimale, la taille de base que chaque élément aura. Donc là j'ai dit auto et j'ai dit auto aussi parce que je sais que déjà pour chaque élément j'ai déjà défini une taille minimale. Donc ça c'est pas vraiment important. Là ce que ça fait c'est vraiment définir le grow et le shrink pour moi. Après j'ai encore dit flex grow aussi. Je suppose que c'est pas nécessaire de le faire encore. Un espacement entre chaque élément. Il dit lorsque un élément dépasse la taille que tu as, cache-le. C'est le but des boutons gauche et droite pour pouvoir défiler. Maintenant, ces deux propriétés-ci, snap X et snap mandatory. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet de faire un effet de snap, c'est-à-dire que lorsque on défile, on doit snapper, on doit s'accrocher à un autre élément. D'où ce que j'avais ici, c'était snap start que j'avais mis sur chaque élément. Pour dire que, on a dit aux parents qu'il snap X. Lorsqu'on scroll, lorsqu'on défile, le type de snap qu'on doit faire, c'est sur X, donc horizontalement. Mais le snap est mandatory, c'est-à-dire que c'est vraiment strict qu'il snap sur X. Et donc, snap start qu'on a mis là, lorsqu'on va défiler, il doit s'accrocher à un élément enfant. En gros, si je viens dans la version qui est interactif pour démontrer ça. Lorsque je clique là, ça vient snapper au départ d'un élément. Bon là, on a seulement les éléments ne sont pas assez grands pour qu'on puisse le voir, mais si je zoome, parce qu'on a seulement moins d'espace. Vous voyez que là, on a deux éléments qui s'affichent. Il vient s'accrocher au départ ici. C'est pas que j'ai millimétré le nombre de pixels que ça doit se déplacer, c'est juste qu'avec ses propriétés CSS, ça me permet, lorsque je dis scroll, ça va scroller. Et même si le scroll que j'ai demandé de faire, par exemple, si je demande de scroller de 50 pixels ou de 200 pixels, s'il se trouve que 200 pixels dépassent l'espace disponible, il va s'accrocher, il va forcer afin que ça s'accroche au départ de l'élément suivant, qui est snap start que j'avais défini pour chaque élément. Donc, ça veut dire qu'on pourra s'accrocher au départ de chaque élément. C'est ça qui fait que ça s'accroche au départ de chaque élément. Et lorsque on arrive à l'état qu'il n'y a pas un élément qu'on peut s'accrocher, donc on ne peut pas arriver à la fin, vu que ça c'est déjà le dernier élément. Là, il va s'arrêter ici, comme ça. Et lorsqu'on revient, il s'accroche encore au départ, etc. Bon, j'espère que je n'ai pas rallongé trop l'explication là et que c'est un peu clair ce que ces propriétés font. Donc maintenant, on est clair que ça c'est du JavaScript qu'on aura à faire. C'est le seul JavaScript qu'on a à faire vraiment dans cette page-ci pour pouvoir implémenter ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton. Donc on revient d'abord ici, on actualise et on voit que nos éléments sont bien déjà définis comme ça. C'est juste nos boutons qui manquent à être bien positionnés et on va implémenter le JavaScript par la suite. Ok, pour le carrousel, ce que je vais faire d'abord, c'est répéter tout ça et on va styliser nos deux boutons. N'oublions pas de définir que c'est des types boutons. Sinon, par défaut, un bouton, c'est de type submit, ce qui va faire réactualiser la page. C'est pas ce qu'on veut. Donc, je définis que c'est bien de type bouton, ce bouton. Et il est classe. Comme j'ai bien dit ici que c'est position relatif, maintenant, je peux dire position absolue et le positionner absolument en fonction du parent. Tout ça sont les choses que si vous maîtrisez en CSS, c'est bien facile à comprendre. Sinon, on est seulement en train de les faire en Tailwind CSS. Donc, j'ai dit à gauche, positionne-toi. On peut faire moins left. Donc, ça veut dire que positionne-toi à moins 0,75 REM. Donc là, je fais un translate Y de moins 50 pixels. Donc, je fais le moins translate parce que j'ai fait un top de 50%. Je dois le faire moins pour qu'il soit vraiment centré. Je mets un background de 800. Texte, la couleur, et maintenant là je suis vraiment en train de formater vraiment le texte, là le grand plus grand, je fais maintenant un flex pour centrer le texte au milieu, je mets des paddings, j'arrondis les bordures
et je définis un background shadow ou bien un box shadow, autant pour moi, et j'enregistre tout ça. On voit que l'élément est déjà bon et bien défini. Le style pour le second bouton, autant pour moi, c'est juste qu'on le positionne plutôt à droite. J'enregistre ça, je reviens et boum, donnant nos différents éléments. Ok, maintenant pour le JavaScript, comment est-ce que tout ça marche? Je les ai donné des ID ici à chacun. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici à l'entête. Je vais rajouter un script src qui sera mon tuto.js et je vais mettre l'attribut défaire pour m'assurer que mon JavaScript soit chargé après que tout mon contenu soit chargé, parce qu'on a besoin d'accéder à certains éléments pour manipuler le DOM. Ok, tuto.js n'existe pas, on va créer le fichier et on va commencer. Déjà, on va faire un let, button left, button right. Je vais venir sélectionner les différents ID de ces éléments-là. J'enregistre ça. Ok, on a nos deux boutons, on a pris ça ici. On va rajouter des event listeners lorsque c'est cliqué et on aura des choses à faire par la suite. Pareil pour le bouton de droite, des choses à faire. Ok, bien sûr, on a aussi le parent qu'on doit le prendre parce qu'on doit l'utiliser. Le bouton, je l'avais appelé carousel. Il est où? Il est là, je l'ai répété. Carousel. Donc, je vais aussi avoir une variable pour ça. Let carousel qui prend carousel. Ok, maintenant pour effectuer le scroll, bien sûr, j'ai rajouté event listener lorsqu'on clique. Qu'est-ce qui se passe sur le bouton gauche, sur le bouton droite? Ce qu'on va faire, c'est faire un scroll by. Donc, je sélectionne le carrousel, je dis que scroll by et j'ai défini ses propriétés dans cet objet. Je dis que à partir de la gauche, scroll de moins 100. Donc, peu importe la position de scroll que tu as, diminue ça de 100. Et le fait de faire ça, j'ai pas besoin d'avoir une dimension. Comme je vous disais, c'est parce que j'ai défini ici que j'ai défini ici le scroll behavior grâce au HTML et au CSS qui est vraiment super puissant. J'aime ça. Donc, je vais définir les snap stats pour dire que chaque élément va snapper, va s'accrocher au départ de chaque élément. Donc, j'ai pas besoin de connaître la taille de chaque élément. Sinon, j'aurais besoin de sélectionner chaque testimonial par le classe et après dire que définit ou bien défile en fonction de la taille du testimonial. Vous voyez un peu. Sinon, le fait d'avoir mis le snap X, snap mandatory, je peux venir même ici et dire que défile. Bon, avant de faire ça, je vais rajouter le scroll by du côté droit pour dire que on définit à droite plutôt de 100. Je peux venir ici même mettre 10 et ça va faire pareil. J'enregistre ça, j'actualise, je viens là, je fais et ça défile de tout l'élément. C'est parce que l'élément, le HTML et le CSS forcent que on ne peut pas défiler juste de 10 vu qu'on a dit que c'est mandatory, c'est-à-dire que c'est obligatoire qu'il s'accroche à un élément. Il va s'accrocher au prochain élément. Vu qu'après 10 pixels, il n'est plus au départ, donc il va s'accrocher au prochain élément de départ. Sauf lorsque c'est plus possible et qu'il est déjà rendu à la fin, là vous voyez qu'on se rend à ça. Ce qui fait ce petit malaise ici, qu'on arrive là. Vous voyez, on a ce petit élément, c'est qui me fait ce petit défilement là. C'est ça qui fait que lorsque je réfléchis à comment implémenter la progress bar, je sais pas trop comment m'y prendre. En tout cas, j'ai pas essayé en fait, mais je vais rajouter ça, c'est sûr, plus tard. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir le faire. Donc, on pourra venir même essayer de dire que défile de 1 pixel et ça va le faire parce que le CSS assure de forcer le défilement complet. C'est vraiment cool. Et le fait qu'on a rajouté le behavior smooth, ça fait que tout ça se fait de manière smooth en fait. Donc, c'est transitionnel, c'est fluide. Sinon, on peut mettre instant. J'enregistre ça et vous allez voir, ça va faire pap, pap, pap. Donc, c'est vraiment instantané. Ce qui est moins intuitif pour l'utilisateur dans mes smooth et c'est bon. Donc, tout ça est fini pour cet élément. Ça, c'est tout le JavaScript qu'on avait à faire et on a implémenté notre carrousel. Et peu importe la taille de l'écran, ça va marcher et ça va défiler pour snapper au prochain élément. Ça, c'était tout pour cette section, je pense. La prochaine chose qu'on a fait, c'est Team et le footer. Bon, on aura aussi ce gros bouton jaune ici qu'on va implémenter après pour nous permettre de revenir en haut de la page. Ok, on a déjà fait ça avant. Ici, c'est un titre et un sous-titre, ou plutôt un tag et un titre. Donc, je rabaisse tout ça et on vient après la section About Check Games et on va rajouter une autre section
section team, je vais rajouter ceci. Il est fermé. Ok, donc on a défini ça. On sait qu'à l'intérieur d'ici, on a nos deux en-têtes. On a déjà expliqué ça, ce qui fait pour le petit Teams et Meet the Team. Les classes sont similaires. Donc je viens là, à la version ci, et on a rajouté ça. Ok. Maintenant, on va rajouter ces deux cartes-ci, qui c'est juste une carte avec des bordures arrondies, un peu de shadow, box shadow, une image et des textes verticaux. Et lorsqu'on zoome complètement, ça se réduit, ça s'adapte en fonction de la taille de l'écran, bien sûr. Et lorsqu'on est sur un mobile, ça prend tout l'espace disponible. Donc, c'est pas compliqué à faire ça. On va donc le faire. Comme d'habitude, on fait pour un élément et après on le duplique, on le copie, on le colle et tout ça va marcher. Bon, je sais déjà que ces deux éléments seront dans un div. Donc, je colle le code d'un élément. Et qu'est-ce que ça fait? Ici, j'ai défini le background qui est white, complètement blanc. J'ai défini les paddings. J'arrondis les bordures comme je vous ai dit. Et je rajoute un box shadow. Le texte il sera centré pour tous les éléments à l'intérieur. On a une image de profil. La largeur et la hauteur sont bien définies. On arrondit aussi cette image pour qu'elle soit sous forme de cercle. On la centre avec MX Auto. On rajoute un Medium Bottom de 4. Et pour les éléments après, c'est juste du texte qui est agrandi, 2XL. Les gras, une bordure 2. Et le texte Ali, qui est mon ami avec qui j'ai commencé ce projet. Padding class, on rajoute les couleurs. Medium Bottom aussi. Texte couleur, texte. Ok, c'est tout pour cette section. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est pas compliqué. C'est juste comment positionner tout ça. Lorsque j'enregistre et on vient ici, on passe notre version. On voit que déjà, par défaut, ça prend tout l'espace disponible. Ok, ça c'est cool. Maintenant, on va rajouter le deuxième élément. C'est-à-dire qu'on va dupliquer ça. Ou bien plutôt, je vais copier la version finale pour ne pas avoir besoin de recopier le texte. Et je la colle ici. Et là, ça c'est moi, le lead développeur. Et je suis un développeur talentueux comme moi, comme vous le voyez là. D'accord, bon, petit divertissement. Bon, on a nos deux éléments ici. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant styliser le parent afin qu'il soit bien positionné. Et je fais ça avec des grilles. Lorsque c'est une grille d'une seule colonne, lorsqu'on est sur mobile, mais lorsque l'écran est déjà un peu plus grand que la taille d'une tablette, là ça devient deux colonnes, un espace de 8 qui est environ 32 pixels. J'enregistre ça, je viens ici et boum, on a la section qui est terminée. Donc on a quasiment terminé le site web et c'est beau tout ça. Il nous manque juste le footer. Pour le footer, de quoi est-ce qu'il est constitué? C'est vraiment beaucoup de texte et beaucoup de sections indépendantes qu'on doit rajouter des classes pour les définir. Donc ici on voit que chaque élément, lorsqu'on le survole, ça c'est souligné. Donc il y aura des classes pour ça. Pareil pour l'email. On a une adresse qui est fake road, bien sûr, ça n'existe pas. Contact, et etc. Donc on a des choses qui sont positionnées à l'extrémité de gauche. Et lorsque on est zoomé bien là, ça se rapproche, il n'y a plus assez d'espace. Et lorsqu'on est sur mobile, là ça devient tout vertical. Donc, créer le CSS de tout ça et prendre en compte les différentes tailles d'écran, ajouter à la fin all rights reserve, le copyright, les terms of service, etc. Tout ça c'est beaucoup de texte. J'ai aussi rajouté deux images ici qui sont des SVG qui vont ramener au projet GitHub et à mon profil LinkedIn plus tard. Ça c'est un projet que je veux le terminer pour pouvoir le rajouter dans mon portfolio. Donc pour le footer, je vais vous expliquer le code que j'ai fait pour ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment beaucoup de texte. Donc on va essayer d'aller à travers ça rapidement. C'est beaucoup d'éléments subdivisés et mis ensemble. Ok, pour le footer lui-même en tant que tel, c'est juste on définit la couleur du background et la couleur du texte. Bien sûr, on définit aussi les paddings en haut et en bas du footer en entier. On met tout ça dans un container. C'est ce qu'on fait pour toutes les sections depuis. On met dans un container afin que toutes les sections ont vraiment une largeur similaire. On centre tout ça. On définit ça flexible sous forme de colonne. Mais ça, c'est seulement lorsqu'on est sur mobile. Parce que lorsque l'écran est déjà un peu plus grand, on change l'espacement et le flex direction
sous forme linéaire. Maintenant, je mets Justify Between afin que les sections soient vraiment espacées le maximum possible. C'est ça qui fait qu'on a ça à l'extrême gauche et ça à l'extrême droite. Donc, à l'extrême gauche, on a la première partie qui est ici, qui contient un lien pour mon logo. Ici, je joue un peu avec les flexbox, la taille du texte et la police du texte pour le rendre gras. Pareil pour le paragraphe du bas, je définis ma heading top, la taille du texte, je le centre un peu, mais lorsque l'écran est déjà un peu plus grand, je le définis à gauche. Après avoir défini ces deux éléments, j'ai une div qui est flexible, qui centre ces deux éléments-ci, qui seront mes deux logos. Donc ça, c'est un lien dans lequel j'ai un SVG pour le logo. J'ai un autre lien dans lequel j'ai un SVG pour LinkedIn. Donc ça, c'est ce qui fait ma première section. Ici, donc, deux liens bien formatés et deux autres liens dans un flex qui sont les logos. Donc, toute cette section-ci de gauche est déjà faite. Je vais copier ça, la mettre dans notre tuto. J'enregistre ça. Si je viens dans notre version qu'on est en train de développer, on voit que c'est déjà la première partie qui a été faite. Donc, on a le logo qui est là. On a le sous-titre ou bien notre tagline, comme on l'appelle, et nos deux logos. Ce qui nous manque à faire, c'est tous les autres sous-liens qu'il y avait dans notre footer. Ok, je vais répéter les sections de SVG ici. Ça prend beaucoup de lignes. Je répète aussi cette section-ci. Je pense que j'ai mentionné ça au départ. Vous avez accès au code de source pour vous référencer pour les parties du PTR que je n'étais pas très clair, ou bien pour avoir les dimensions exactes, pour pouvoir recréer ça et vérifier ce que vous allez pouvoir créer par vous-même. Mais si vous prenez juste le code, vous le copiez, vous le collez, vous n'allez pas prendre grand chose à base de ça que vous voulez. Mais je suppose que si tu es déjà rendu à cette partie du code, c'est que tu es vraiment intéressé à apprendre. Donc bravo, continuons. Maintenant, j'ai un deuxième flex dans lequel j'ai toutes les différentes sections pour mes différents liens. Une section de liens, elle se représente par quoi? Par un titre de la section et tous les différentes puces qui sont des items, des liens pour cette section-là. C'est tout. Et on fait ça, on répète pour la section Explore, pour la section Community, pour la section Contact. Sauf que là, c'est un titre et un paragraphe dans lequel je mets l'email et définis bien que c'est de type Maito. Lorsqu'on va cliquer dessus, ça va ouvrir le lien vers notre adresse mail qui n'existe pas. Et pareil, j'ai défini contact. Ça, c'est représente @checkgames.com. On a notre fausse adresse qui vient par la suite. Donc tout ça, ce sont les différents divs avec les différents titres. Je vais copier ça avec le parent aussi. Flex colonne. On centre tout le texte lorsque on est sur un petit écran. Mais lorsque l'écran est déjà un peu plus grand, le texte est positionné normalement, c'est-à-dire à gauche. Et le flex est sous forme horizontale. On définit les espacements entre les différents éléments et en fonction de la taille de l'écran aussi. Donc c'est ça que lorsque je rajoute ici, j'enregistre, je reviens là et boum, c'est pas boum. J'ai mal positionné ça, j'ai mis dans le mauvais parent, je pense. Donc je viens ici et c'est plutôt ici à l'intérieur que je dois mettre tout ça. Non. Ok, j'enregistre, je reviens. Et bon, on a notre footer qui est déjà presque terminé. Ce qui nous manque, c'est juste de rajouter cette ligne ici et les thèmes de service, le copyright, qui est plutôt facile à faire. On va utiliser une nouvelle section dans notre footer. Et c'est dans cette section-là, on définit juste une bordure top, c'est-à-dire en haut, de 1 pixel. On donne la taille, on donne une couleur à cette bordure-là. On définit la taille du texte, on le rend extrêmement petit. Et on définit la couleur du texte aussi. Donc, maintenant à l'intérieur, on a aussi un container pour que, comme je dis, tout soit de taille uniforme. On centre ça et on a un paragraphe pour notre All Rights Reserve, le copyright, et notre div flex avec un espacement pour les thèmes de service et le privacy policy, qui sont deux liens qui ne mènent à rien. Dans notre cas, dans notre tuto, ce qu'on va rajouter, c'est
en dehors de la section qui contient les liens, c'est-à-dire ce conteneur-ci, on va le rajouter dans une autre section qui a son propre conteneur aussi. Lorsque j'enregistre tout ça, je viens ici et boum, ah non, ça c'est pas la version finale, on vient là et boum, on a un footer qui est exactement identique. C'est parfait, on a recréé entièrement le site web. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, prends soin de toi et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.